Francis Scott Fitzgerald, L'après-midi d'un auteur, traduit de l'anglais par Ulysse L'Huillier. 1. Au réveil, il se sentait mieux que depuis de nombreuses semaines, un fait qui devint clair pour lui par la négative. Il ne se sentait pas malade. Il s'appuya pendant un moment contre l'encadrement de la porte entre sa chambre et la salle de bain jusqu'à ce qu'il soit sûr de ne pas avoir le vertige. Pas même un peu, même pas quand il se pencha pour attraper une pantoufle sous le lit. C'était un matin d'avril lumineux. Il n'avait aucune idée de l'heure car son horloge était arrêtée depuis longtemps, mais alors qu'il retraversait l'appartement jusqu'à la cuisine, il vit que sa fille avait pris son petit déjeuner, qu'elle était partie et que le courrier était là. Il était donc 9 heures passées. « Je pense que je vais sortir aujourd'hui, » dit-il à la bonne. « Ça vous fera du bien, c'est une belle journée. » Elle était de la Nouvelle-Orléans, avec les traits et le teint d'une arabe. « Je veux 2 œufs, comme hier, et des toasts, du jus d'orange et du thé. » Il s'attarda un moment dans la partie de l'appartement qu'occupait sa fille et lut le courrier. C'était du courrier ennuyeux qui ne contenait rien de réjouissant, essentiellement des factures et des prospectus publicitaires, notamment celui avec les colliers de l'Oklahoma et son album d'autographes grand ouvert qu'il recevait tous les jours. Sam Goldwyn pourrait peut-être faire un film d'un ballet avec la Specializza, et peut-être pas. Il faudrait que tout cela attende le retour d'Europe de M. Goldwyn, avec peut-être une demi-douzaine de nouvelles idées. Paramount voulait les droits d'un poème qui était paru dans un des livres de l'auteur, ne sachant s'il s'agissait d'un original ou d'une citation. Peut-être allait-il en tirer un titre. Quoi qu'il en soit, il n'avait plus de droits sur cette œuvre. Il les avait vendus au cinéma muet il y avait des années et au cinéma parlant l'année dernière. « Jamais de chance avec les films, » se dit-il. « Reste-en à ton dernier, mon garçon. » Pendant le déjeuner, il regarda par la fenêtre les étudiants changer de salle de classe sur le campus de l'université de l'autre côté de la rue. « Il y a 20 ans, je changeais de salle de classe, » dit-il à la bonne. Elle rit de son rire de jeune première. « J'aurais besoin d'un chèque, dit-elle, si vous sortez. »« Oh, je ne sors pas tout de suite. Il faut que je travaille 2 ou 3 heures. Je voulais dire plus tard, cet après-midi. »« Pour faire un tour en voiture ?»« Je ne conduirai plus jamais cette épave. Je préférerais la vendre pour $50. Je vais faire un tour sur un bus à Impérial. » Après déjeuner, il s'allongea 15 minutes. Puis il rentra dans le bureau et commença à travailler. Il avait un problème avec une histoire pour un magazine, devenue si faible en son milieu qu'elle était sur le point de s'envoler. L'intrigue semblait monter des escaliers sans fin, il n'avait pas d'éléments de surprise en réserve, et les personnages qui avaient commencé si courageusement avant-hier n'auraient même pas pu se qualifier pour un vulgaire feuilleton. « Oui, j'ai vraiment besoin de sortir, » pensa-t-il. « J'aimerais descendre en voiture la vallée de Shenandoah ou aller à Norfolk en bateau. » Mais ces 2 idées étaient peu pratiques. Elles auraient puisé dans ses réserves de temps et d'énergie qui s'amenuisaient dangereusement, et ce qu'il en restait devait être réservé au travail. Il lut le manuscrit, soulignant les bonnes phrases au crayon rouge, et, après les avoir rangées dans un dossier, déchira lentement le reste de l'histoire et le jeta dans une corbeille. Puis il arpenta la pièce et fuma, se parlant occasionnellement à lui-même. « Bien, voyons. Maintenant, la prochaine chose à faire serait... Alors, voyons voir maintenant. » Au bout d'un moment, il s'assit, pensant. « Je suis juste vidé. Je n'aurais pas dû toucher un stylo avant 2 jours. » Il parcourut la rubrique « Idées d'histoire » de son carnet jusqu'à ce que la bonne vienne lui dire que sa secrétaire était au téléphone, secrétaire à mi-temps depuis qu'il était malade. « Pas une ligne, dit-il. J'ai juste déchiré tout ce que j'avais écrit. Ça ne valait rien. Je sors cet après-midi. »« Tant mieux pour vous, c'est une belle journée. Vous feriez mieux de venir demain après-midi. Il y a plein de courriers et de factures. » Il se rasa et puis, par précaution, se reposa 5 minutes avant de s'habiller. C'était excitant de sortir. Il espérait que les garçons d'ascenseur ne diraient pas qu'il était content de le voir debout, et il décida de descendre par l'ascenseur de derrière où on ne le connaissait pas. Il enfila son meilleur costume, avec le manteau et le pantalon qui n'allaient pas ensemble. Il avait acheté seulement 2 costumes en 6 ans, mais c'étaient les meilleurs. Rien que la veste de celui-ci avait coûté $110. Comme il lui fallait une destination, il n'était pas bon de sortir sans destination. Il mit un tube de shampoing dans sa poche qui servirait à son barbier, ainsi qu'une petite fiole de luminol. « Le parfait névrosé, dit-il,
se considérant dans le miroir. Le sous-produit d'une idée, le débris d'un rêve. 2. Il rentra dans la cuisine et dit au revoir à la bonne comme s'il allait à Little America. Une fois pendant la guerre, il avait réquisitionné un camion par un pur coup de bluff et l'avait conduit de New York à Washington pour ne pas être en absence irrégulière. À présent, il se tenait avec prudence au coin de la rue attendant que change le feu signalétique, alors que des jeunes gens le dépassaient avec empressement, méprisant parfaitement la circulation. À l'arrêt de bus au coin de la rue, sous les arbres, il faisait vert et frais, et il pensa aux derniers mots de Stonewall Jackson. « Traversons la rivière et reposons-nous sous l'ombre des arbres. » Ces chefs de la guerre de sécession semblaient avoir réalisé très soudainement à quel point ils étaient fatigués, Lee se flétrissant jusqu'à en devenir un autre homme, Grant, à la fin, écrivant désespérément ses mémoires. Le bus fut tout à ce quoi il s'attendait. Seul un autre homme à l'étage et les branches vertes heurtant chaque fenêtre sur des pâtés entiers de maisons. Il devrait probablement élaguer ses branches, et cela semblait dommage. Il y avait tant de choses à regarder. Il essaya de définir la couleur d'une rangée de maisons et ne put que penser à une vieille cape d'opéra de sa mère qui était si pleine de nuances et qui pourtant n'en avait aucune en particulier. Un simple réflecteur de lumière. Quelque part des cloches d'église jouaient Venite Adoremus et il se demanda pourquoi, puisqu'il restait 8 mois avant Noël. Il n'aimait pas les cloches, mais cela avait été très émouvant lorsqu'elles avaient joué Maryland, My Maryland aux funérailles du gouverneur. Sur le terrain de football de l'université, des hommes travaillaient avec des rouleaux et un titre lui vint « Gardien de gazon » ou encore « L'herbe pousse ». Quelque chose à propos d'un homme entretenant le gazon pendant des années et éduquant son fils pour qu'il aille à l'université et qu'il y joue au football américain. Puis, le fils mourant jeune, le père travaillerait au cimetière et ferait pousser du gazon sur son fils au lieu de sous ses pieds. Ce serait le style d'histoire qu'on trouve dans les anthologies, mais ce n'était pas son genre. Ce n'était qu'une antithèse en poulet, une histoire pour magazine populaire, plus facile encore à écrire. Beaucoup de gens, néanmoins, la considéreraient comme excellente parce qu'elle serait mélancolique, qu'on y creuserait quelque chose et qu'elle resterait simple à comprendre. Le bus dépassa une pâle station de chemin de fer de style néoclassique rendue à la vie par les porteurs de bagages à chapeau rouge et à chemise bleue qui se tenaient devant. Les rues devenaient plus étroites alors que le quartier des affaires commençait et il y eut soudain des filles habillées de couleurs claires, toutes très belles. Il pensa qu'il n'avait jamais vu d'aussi belles filles. Il y avait des hommes aussi, mais ils avaient tous l'air un peu stupides, comme lui devant son miroir, et il y avait des vieilles femmes pas jolies, et à présent des visages quelconques et désagréables parmi les filles. Mais en général, elles étaient charmantes, habillées de vraies couleurs, de 6 à 30 ans, aucun projet ni tension ne paraissant sur leur visage, seulement un état de douce suspension, provocante et sereine. Il aima terriblement la vie pendant 1 minute, ne voulant pas laisser passer tout ça. Il pensa que peut-être il avait commis une erreur en sortant si tôt. Il descendit du bus, se tenant prudemment en rambarde, et longea un pâté de maison jusqu'au barbier de l'hôtel. Il passa devant un magasin d'articles de sport et regarda par la vitrine, indifférent à tout sauf à un gant de joueur de première base dont la poche était déjà noircie. À côté, il y avait un tailleur, et il se tint là pendant un bon moment, regardant les profondes nuances de couleur des chemises, et celles à carreaux et à motifs écossais. 10 ans plus tôt, lors de l'été sur la Riviera, l'auteur et quelques autres avaient acheté des chemises de travail bleu sombre, et avaient probablement mis ce style à la mode. Les chemises à carreaux étaient jolies, vives comme des uniformes, et il souhaita encore avoir 20 ans et se rendre à un club de plage, tout apprêté comme un coucher de soleil de Turner ou une aube de Guido Reni. La boutique du barbier était large, brillante et parfumée. Cela faisait plusieurs mois que l'auteur n'était pas venu dans le quartier des affaires pour une mission de ce genre, et il apprit que son barbier habituel était cloué au lit avec de l'arthrose. Néanmoins, il expliqua à un autre homme comment utiliser l'onguent, refusa un journal et s'assit, assez heureux et sensuellement satisfait des doigts puissants sur son scalp, alors qu'un souvenir emmêlé de tous les salons de coiffure qu'il avait connus filait plaisamment à travers son esprit. Une fois, il avait écrit une histoire de barbier. En 1929, le propriétaire de sa boutique préférée, dans la ville où il vivait à l'époque, avait amassé une fortune de 300 000 $ grâce aux tuyaux d'un patron de l'industrie locale et était sur le point de partir en retraite. L'auteur n'avait aucun investissement en bourse,
En fait, il était prêt à prendre les voiles pour l'Europe quelques années, avec les économies qu'il avait rassemblées, et cet automne, apprenant la manière dont le barbier avait perdu toute sa fortune, il fut incité à écrire une autre histoire, minutieusement transposée en tout point, mais reposant sur l'ascension d'un barbier dans le monde, suivie de sa dégringolade. Il avait entendu, toutefois, qu'ayant été reconnu par les citadins concernés, l'histoire avait provoqué quelques ressentiments. Le shampoing prit fin. Quand il sortit dans le hall, un orchestre avait commencé à jouer dans le bar à cocktail de l'autre côté de la rue, et il se tint un moment à la porte pour écouter. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas dansé, peut-être 2 soirées en 5 ans. Et pourtant une critique de son dernier livre avait mentionné son goût pour les clubs de nuit. La même revue avait aussi parlé de lui comme étant infatigable. Quelque chose en ce mot résonna dans son esprit et le brisa momentanément, et sentant des larmes de faiblesse derrière ses yeux, il se détourna. C'était comme au début, il y a 15 ans, quand ils avaient dit qu'il avait une aisance fatale, et qu'il avait travaillé comme un esclave, presque sur chaque phrase, pour échapper à cette image. « Je deviens à nouveau amer, se dit-il. Ce n'est pas bon, pas bon. Je dois rentrer à la maison. » Le bus ne devait pas arriver avant longtemps, mais il n'aimait pas les taxis et espérait encore que quelque chose lui viendrait à l'esprit sur l'étage supérieur du bus qui passait à travers les feuilles vertes du boulevard. Quand il arriva enfin, il eut quelques difficultés à grimper les marches, mais cela en valut la peine, car la première chose qu'il vit fut un duo de lycéens, un garçon et une fille, assis sans aucune conscience d'eux-mêmes sur le haut piédestal de la statue de Lafayette, leur attention bien fixée l'un sur l'autre. Leur isolement l'émut, et il sut qu'il en retirerait quelque chose professionnellement, ne serait-ce que par contraste avec la réclusion grandissante de sa vie et la nécessité croissante de puiser dans un passé déjà presque épuisé. Une reforestation s'imposait, et il en était bien conscient, et il espérait que le sol pourrait supporter une pousse de plus. Cela n'avait jamais été le meilleur des sols, car il avait eu, étant jeune, un faible pour frimer plutôt que pour écouter et observer. La maison était là. Il jeta un coup d'œil à ses fenêtres avant d'entrer. « La résidence d'un auteur à succès, » se dit-il. « Je me demande sur quel merveilleux livre il est en train de trimer là-haut. Ce doit être génial d'avoir un don comme ça. Il suffit de s'asseoir avec du stylo et du papier, travailler quand on veut, aller où il nous plaît. » Son enfant n'était pas encore à la maison, mais la bonne sortit de la cuisine et dit « Avez-vous passé un bon moment ?»« Parfait, dit-il. Je suis allé faire du roller et du bowling, et j'ai fait du catch avec Man Mountain Dean, et j'ai fini dans des bains turcs. Des télégrammes ? Rien du tout. Apportez-moi un verre de lait, voulez-vous ? Il traversa la salle à manger, tourna pour entrer dans son bureau, et fut aveuglé un moment par le reflet des rayons de soleil tardifs sur ses 2000 livres. Il était très fatigué. Il s'allongerait 10 minutes et puis verrait s'il pourrait commencer à travailler sur une idée pendant les 2 heures restantes avant le dîner.